La nuit tombait toujours avant que Victor trouve le courage de fermer les yeux. À 10 ans, il connaissait mieux le son des insultes que celui des berceuses. Dans leur petite maison posée au bord d'un quartier oublié, les disputes de ses parents remplissaient l'air comme une fumée lourde. Les voisins disaient souvent, « Même le vent a peur de passer ici la nuit. » Chaque soir, la même scène, son père qui crie, sa mère qui pleure, puis ce silence coupant qui annonçait le pire. Les bruits de lutte traversaient les murs minces, et Victor, recroquevillé, murmurait seulement, « Arrêtez, s'il vous plaît. » Mais personne ne l'entendait. Le matin, il enfilait son uniforme d'école encore humide, lavé à la main trop tard dans la nuit. Il marchait avec le ventre creux, cachant sa faim derrière un sourire forcé, évitant les regards des camarades qui demandaient « Pourquoi t'es toujours fatigué ?» La honte lui collait à la peau. Son monde intérieur était un chaos silencieux. Chaque pas vers la classe ressemblait à une bataille contre le poids des secrets de la maison. Sa mère disait « On va tenir, mon fils, on va tenir. » Mais sa voix tremblait toujours. Un soir plus violent que les autres, la maison devint une scène publique. Les cris firent sortir tout le quartier. À l'aube, le père de Victor partit sans se retourner, laissant derrière lui une famille fissurée comme un verre brisé. La mère tenta de raccrocher les morceaux, petit commerce, lessive pour les voisins, course à crédit. Victor, lui, commença à vendre de l'eau au marché, apprenant trop tôt à troquer l'enfance contre quelques pièces. Depuis ce jour, quelque chose de lourd planait au-dessus de lui. Une sensation étrange, comme une ombre collée à son destin. Il ne savait pas l'expliquer, mais il sentait que sa vie n'irait jamais dans la simplicité. Sa mère répétait, « Dieu nous voit, reste fort. » Mais Victor, au fond, percevait autre chose, un murmure invisible, une direction inconnue. Puis, un matin, un coup frappé à la porte changea l'air de la maison. Un livreur, des sacs de provisions, une enveloppe épaisse. Aucun nom, aucune explication. Seulement la certitude que rien, absolument rien, ne serait plus pareil. La nuit n'avait jamais la douceur qu'on lui promettait dans les livres. Chez Victor, 10 ans, la nuit arrivait comme une bête affamée qui réveillait les cris au lieu d'apaiser les corps. À peine l'obscurité posée sur le quartier, les voix de ses parents s'élevaient, tranchantes, brutales, comme si chaque soir ils rejouaient une guerre qu'aucun des deux ne pouvait gagner. Les voisins disaient, chez eux, le sommeil ne vit pas, Victor tremblait au moindre choc contre le mur, son cœur battant trop vite pour un enfant. Il savait déjà que la paix ne viendrait pas. Les disputes prenaient toujours la même forme, son père qui revenait tendu, sa mère qui cherchait à calmer, puis une étincelle, un mot mal placé, et la tempête éclatait. Victor, allongé sur son matelas fin, répétait, « S'il vous plaît, arrêtez. » Mais ses murmures se perdaient dans le vacarme. Chaque nuit, l'enfant attendait un miracle qui ne venait jamais. Il sentait l'impuissance lui brûler la poitrine. Sa mère étouffait des sanglots entre deux portes, et lui, trop petit, restait planté comme un témoin silencieux d'un drame qu'aucune main d'enfant ne pouvait arrêter. La terreur devint sa routine. Ses amis parlaient de monstres imaginaires, mais Victor savait que les plus terrifiants vivaient dans les maisons. Il cachait sa tête sous l'oreiller, mais les bruits traversaient tout, chutes, pleurs, éclats de voix. Parfois il voyait sa mère le matin, maquillant sa douleur derrière un sourire fragile. Il murmurait, « Maman, pourquoi il fait ça ?» Et elle répondait toujours, « Dors, mon fils, ce n'est rien. » Mais Victor sentait que tout était, au contraire, immense et dangereux. Son enfance se consumait chaque soir un peu plus dans ces ombres sonores. Puis vint la nuit de trop. Les cris brisèrent littéralement le silence du quartier. « Laisse-moi » hurla sa mère. Des voisins sortirent, frappant à la porte, criant le nom du père. Victor, paralysé, vit la scène depuis un coin de la pièce, incapable de bouger, incapable de respirer. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, la colère de son père déborda jusque dans la rue, et pour la première fois, le quartier entier devint témoin de leur chaos familial. L'aube trouva Victor épuisé, recroquevillé dans un coin, attendant la suite sans comprendre ce qu'elle serait. Au matin, son père rassembla simplement quelques affaires, passa devant lui sans un regard et quitta la maison. « Il reviendra » demanda Victor, la voix cassée. Sa mère ne répondit pas. Un silence lourd tomba sur la pièce, un silence qui n'était plus celui de la nuit,
mais celui de l'abandon. C'est à cet instant précis que Victor sentit quelque chose se fissurer en lui, comme si son enfance venait de glisser hors de ses mains. Une sensation froide, irréversible. Et au cœur de ce vide, un pressentiment étrange, comme si l'absence qui venait d'entrer allait tout changer. Le départ du père laissa un vide que rien ne comblait. La maison devint un champ silencieux où la mère de Victor se battait seule contre la faim et le manque d'argent. On l'entendait souvent répéter, comme pour se convaincre, « On va survivre, on va survivre ». Mais ses mains tremblaient lorsqu'elle comptait les pièces du jour. Victor, 10 ans, la regardait lutter sans comprendre pourquoi le monde leur tournait le dos. Chaque matin, il voyait dans ses yeux une fatigue qu'aucun repos ne pouvait effacer. La vie devenait un long couloir sans lumière. Très vite, la réalité les rattrapa, plus d'argent, plus de soutien, personne pour les aider. La mère commençait des petits travaux par-ci par-là, mais les gains ne dépassaient jamais ce qu'il fallait pour un repas du soir. Alors Victor prit une décision d'adulte dans un corps d'enfant. Il récupéra un petit seau en plastique, y mit des sachets d'eau et partit au marché. On lui disait, « Petit, tu devrais être en train de jouer. » Il répondait toujours, « Je dois aider ma mère. » Et personne n'insistait, car on reconnaissait dans ses yeux un sérieux trop grand. Vendre de l'eau devint sa routine. Sous le soleil brûlant, Victor zigzaguait entre les stands, criant d'une voix timide, « Eau fraîche, eau fraîche ». Il subissait les moqueries des autres enfants, les refus humiliants des clients, la fatigue qui écrasait ses jambes. À l'école, il se cachait pour manger son morceau de pain sec. Certains élèves disaient, « Voilà le vendeur d'eau, toujours mal habillé. » Il souriait pour ne pas pleurer. La honte devint comme une deuxième peau, mais il continuait, porté par la peur de voir sa mère s'effondrer pour de bon. Plus les années passaient, plus les dettes s'empilaient. La propriétaire de la maison venait souvent frapper à la porte en disant, « On ne peut pas continuer comme ça. » Chaque coup frappé résonnait comme un avertissement. Victor et sa mère mangeaient parfois une seule fois par jour, économisant la moindre pièce. Ils vendaient, réparaient, improvisaient. Victor transportait des cartons pour les commerçants, nettoyait des étals, faisait tout type de petits services. À 15 ans, il avait déjà le regard d'un adulte épuisé. La menace de perdre leur maison planait comme un nuage sombre au-dessus d'eux. Puis un matin, alors que Victor rentrait du marché, une scène inattendue l'attendait. Un homme en tenue de livraison se tenait devant leur porte, entouré de grands sacs bien emballés. La mère, méfiante, répétait, « Vous vous trompez d'adresse, monsieur. » Mais le livreur insistait, « Non, madame, c'est bien ici. » Les voisins commencèrent à murmurer, intrigués par ce qui ressemblait aux provisions d'une famille riche. Victor sentit une sensation étrange lui traverser la poitrine, une intuition froide. Il ne le savait pas encore, mais ce simple coup de porte allait bouleverser sa vie entière. Le livreur posa les sacs devant la porte comme s'il déposait un secret trop lourd. Victor et sa mère le regardaient sans avancer, partagés entre la peur et l'incompréhension. Dans les sacs, du riz, du lait, des pâtes, des conserves, des choses qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Le livreur, déjà prêt à partir, lança simplement, « C'est pour vous. » Puis il disparut sans même attendre une signature. Victor sentit quelque chose bouger en lui, un mélange de soulagement et d'inquiétude. Rien dans leur vie n'avait jamais été gratuit. Rien n'était jamais tombé du ciel. En fouillant les provisions, la mère trouva une enveloppe soigneusement glissée entre deux sacs. Sa main trembla lorsqu'elle en sortit une lettre. L'écriture, elle la reconnut immédiatement. « Victor, c'est ton père. » Le papier contenait quelques mots simples, « Pardonnez-moi. J'ai été absent, mais je ne veux plus vous laisser souffrir. » Avec la lettre, 200 000 francs enveloppés dans un petit sachet. La mère resta figée, incapable de comprendre comment l'homme qui les avait abandonnés pouvait soudain réapparaître ainsi. Victor, lui, ressentit une chaleur étrange, comme si une porte qu'il croyait scellée venait de se rouvrir. La mère pleura longtemps, mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que d'habitude. « Peut-être que tout n'est pas perdu. » murmura-t-elle en caressant les provisions comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Victor observait ses gestes, touché par cette lumière nouvelle dans son regard. Il n'avait pas revu sa mère sourire depuis des années. Le soir même, ils mangèrent un repas complet, chose devenue presque étrangère.
Victor sentit son cœur se détendre, mais une petite voix intérieure lui chuchotait. Pourquoi maintenant? Où est-il? Ces questions restèrent sans réponse. Les jours passèrent, puis les semaines. Chaque fin de mois, un livreur venait déposer d'autres provisions, accompagné d'une enveloppe. Les sommes augmentaient, toujours sans explication. La mère acheta enfin un vrai matelas pour Victor, des cahiers neufs, un uniforme propre. Elle disait souvent, Dieu n'oublie jamais. Victor, lui, retrouvait un visage reposé, une respiration plus légère. Leur quotidien devint moins rude, plus de dettes immédiates, moins de faim, moins de peur. Mais aucun numéro dans les lettres, aucune adresse, aucune indication sur l'endroit où se trouvait le père. Juste cette aide, mystérieuse et régulière. Pourtant, chaque fois qu'il tentait d'en savoir plus, il se heurtait à un mur. Les livreurs disaient, on nous donne juste l'ordre, madame. On ne connaît pas l'expéditeur. La famille du père affirmait n'avoir aucune nouvelle. On parlait de lui comme d'un fantôme, disparu, mais toujours capable de faire pleuvoir de l'argent. Victor ressentit alors ce frisson familier qu'il n'aimait pas. Cette impression que quelque chose ne tournait pas rond. Un soir, en regardant l'enveloppe du mois, il murmura, « S'il nous aide, pourquoi il ne revient pas ?» Et ce simple doute ouvrit une brèche inquiétante. Les années qui suivirent s'écoulèrent comme un rêve fragile. De 15 à 20 ans, Victor vit sa vie changer lentement, presque subtilement, grâce aux envois réguliers de son père. Chaque mois, l'enveloppe devenait un rituel attendu, un souffle d'air dans une existence longtemps étouffée. Les voisins disaient, leur sort a tourné. Personne ne connaissait l'auteur de cette providence silencieuse. Victor travaillait moins, dormait mieux, et sa mère ne pleurait plus chaque nuit. Pourtant, au fond de lui, une ombre persistait. Comment un homme qui avait fui pouvait-il veiller sur eux sans jamais revenir? Le mystère épaississait avec les années. Aucun numéro sur les lettres. Aucun visage derrière les livraisons. Même la famille paternelle restait plongée dans l'ignorance. Les oncles disaient, on ne l'a pas vu depuis longtemps, il ne parle plus à personne. Les tantes murmuraient, il a coupé les ponts. Cette disparition totale commençait à ressembler à une fuite organisée, un effacement volontaire. Victor sentait que quelque chose clochait, mais il n'avait aucune preuve. Seulement une intuition froide, comme une vérité qui se cachait sous les plis de chaque enveloppe. À 20 ans, un après-midi ordinaire, le téléphone sonna. La mère décrocha, et son visage changea de couleur instantanément. « Il est mort », dit-elle d'une voix brisée. Victor sentit ses jambes se dérober. Comment un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années pouvait-il encore leur arracher un tel choc? Il se demanda s'il avait le droit d'être triste. S'il devait pleurer un père qu'il connaissait à peine. La mère, elle, se mit à répéter, « Pourquoi il ne nous a rien dit? Pourquoi il est parti comme ça ?» Cette nouvelle leur tomba dessus comme une pierre. On leur demanda de se rendre dans une grande ville pour régler l'héritage. Le voyage fut long, silencieux, pesant. Victor observait les paysages défiler en se demandant quelle vie son père avait menée loin d'eux. À leur arrivée, le choc fut brutal, une immense villa en verre, des jardins entretenus, une piscine claire, des domestiques qui se tenaient droits comme des statues. En face de la maison, une Rolls-Royce noire brillait sous le soleil. Victor n'avait jamais vu un tel luxe. La mère murmura, « Comment il a eu tout ça ?» Personne ne répondit. L'intérieur de la villa était encore plus impressionnant, marbre, tableaux, parfum de richesse. Victor marchait lentement, comme si chaque pas pouvait réveiller une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Le notaire les attendait dans un grand salon et les invita à s'asseoir, un dossier épais posé devant lui. Le silence de la pièce semblait retenir son souffle. Victor sentit une pression étrange sur sa poitrine, un avertissement intérieur qu'il ne comprenait pas encore. Le notaire ouvrit enfin le dossier, regarda Victor droit dans les yeux et dit, « Tout ce que votre père possédait, vous revient. » Le silence qui suivit la lecture du testament fut lourd, presque coupant. Le notaire venait de prononcer une phrase qui allait bouleverser toute la pièce, « L'héritier unique est Victor. » Le jeune homme sentit comme un froid glisser le long de son dos. La richesse immense, la villa, la voiture, les comptes bancaires, tout lui revenait. À 20 ans,
lui qui avait grandi dans une maison où on comptait les grains de riz un par un, devenait propriétaire d'un empire qu'il n'avait jamais imaginé. Mais autour de lui, les regards se durcirent aussitôt, comme des couteaux tirés en silence. Les oncles et les tantes explosèrent presque immédiatement. Ce n'est pas possible. Il n'était qu'un enfant quand son père est parti. Nous, sa famille, on a droit à quelque chose. Leur voix résonnait à travers les murs de la villa, pleine de colère, de jalousie, de frustration. Victor restait immobile, incapable de trouver les mots. Il ne comprenait pas comment son père, si pauvre autrefois, avait pu bâtir une telle fortune en si peu de temps. Et personne, absolument personne, n'offrait d'explication. Les cris des adultes réveillaient en lui les disputes de son enfance. Quelques jours plus tard, Victor et sa mère s'installèrent dans la villa, malgré l'inconfort étrange qu'ils ressentaient. La maison, immense et trop silencieuse, semblait les observer. La nuit, la mère de Victor commença à faire des cauchemars violents. Elle se réveillait en sueur, tremblante, répétant « Je me vois mourir dans cette maison, je me vois mourir ici ». Victor tentait de la rassurer, mais il voyait dans ses yeux une peur authentique, différente de la fatigue habituelle. Il avait grandi dans la pauvreté, dans le bruit, dans le chaos, mais cette maison-là portait une autre forme de menace, plus subtile. La mère de Victor finit par le supplier « Mon fils, partons d'ici, cette maison ne m'aime pas. On doit partir. » Mais Victor refusait. Il se disait que la peur venait du changement, du choc de passer de la misère à la richesse. « Maman, c'est juste le stress. On a trop souffert, laisse-toi du temps. » Pourtant, il voyait bien qu'elle dépérissait. Alors, pour la rassurer, il prit une décision, il lui acheta une autre maison, plus modeste mais confortable, non loin de la villa. Il engagea des domestiques pour s'occuper d'elle, espérant apaiser ses tourments. Le jour où sa mère quitta la villa, Victor sentit une tension invisible se relâcher autour d'elle, comme si la maison elle-même la regardait partir. Lui resta seul dans les vastes couloirs, entouré de marbre, de verre et de silence. La nuit venue, il contempla la Rolls-Royce posée devant l'entrée, miroir noir d'un héritage qu'il ne comprenait pas encore. Une question lourde s'imposa dans son esprit, pourquoi tout cela m'appartient-il ? Dans le calme inhabituel de la villa, une sensation étrange se glissa dans l'air, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait qu'il soit enfin seul. La villa dormait, mais Victor non. Depuis le départ de sa mère, le silence semblait plus lourd, presque étouffant. Cette nuit-là, alors qu'il se trouvait seul dans le salon, il entendit des pas lents descendre l'escalier. Le domestique le plus discret de la maison apparut, le visage tendu, les yeux baissés. Il dit d'une voix grave, « Monsieur Victor, je dois vous parler. » Victor sentit une vibration sourde, comme si la maison retenait son souffle. Le domestique s'assit en face de lui, les mains tremblantes. « Votre père m'a laissé quelque chose pour vous, et il m'a dit d'attendre ce moment précis. » Le domestique sortit une petite enveloppe froissée, scellée depuis des années. Et il m'a dit, donne-lui ça seulement quand il prendra la maison. À l'intérieur, une lettre courte, écrite de la main de son père. Les mots semblaient brûler le papier, si tu lis ceci, c'est que tu es l'héritier. Sache que ma richesse n'est pas née du travail. J'ai fait un pacte. Un pacte ancien. Un pacte qui demande du sang. Victor releva les yeux brusquement. Le domestique poursuivit, votre père a payé le prix chaque année. Et maintenant, c'est à vous. Les murs eux-mêmes semblaient frissonner. Victor sentit son cœur se contracter. Un pacte ? Quel pacte ? Le domestique expliqua, votre famille n'a jamais été riche. Le sang a toujours été la condition. Chaque année, un membre doit être offert. Chaque mois, des provisions doivent être envoyées pour maintenir l'équilibre. Votre père m'a dit que la richesse n'est jamais gratuite. Victor éclata d'un rire nerveux, vous êtes fou. C'est des histoires d'anciens, des choses que les gens inventent pour faire peur. Mais au fond de lui, une petite flamme glacée s'alluma. Une intuition inquiétante. Une vérité qu'il refusait d'affronter. Le domestique tenta encore, Monsieur Victor, n'ignorez pas ça. Votre père m'a supplié de vous prévenir. Le pacte ne supporte pas le refus. Victor se leva brusquement, arrêtez.
Je ne veux plus entendre vos histoires. Mon père était violent, absent, instable, peut-être qu'il délirait. Il rejeta tout, rangea la lettre dans un tiroir, et décida de continuer sa vie comme si rien n'avait été dit. Il profita de la villa, de la Rolls-Royce, des soirées luxueuses, des sorties où il attirait tous les regards. Mais chaque fois qu'il croisait le domestique, il voyait dans ses yeux une inquiétude insistante, presque compassionnelle. Une année entière passa. Une année de luxe, d'apparence parfaite, mais d'un calme qui sonnait faux. Parfois, la lumière tremblait sans raison. Parfois, la voiture démarrait seule avant de s'arrêter brusquement. Parfois, Victor se réveillait en sursaut, certain qu'on l'observait. Un soir, alors qu'il admirait la Rolls-Royce illuminée par les lampadaires, un frisson glacé remonta le long de sa nuque. La lettre de son père lui revint soudain en mémoire, comme un souffle derrière son oreille, rien n'est gratuit. Le pacte réclame. Victor ferma les yeux, refusant d'y croire. Pourtant, quelque chose venait d'être réveillé. Le soleil frappait fort ce jour-là, et la Rolls-Royce noire attirait tous les regards alors que Victor traversait le marché pour acheter quelques affaires. Les gens murmuraient « Regardez-moi ça, une voiture pareille ici ». Victor marchait avec assurance, habitué à ce mélange d'admiration et d'envie. Mais soudain, un cri déchira la cohue. « Et venez voir ! La voiture change !» Victor se retourna et son cœur se figea. Sous les yeux terrifiés de la foule, la luxueuse Rolls-Royce se mit à se tordre, à grincer, sa carrosserie devenant du bois sombre. En quelques secondes, la voiture se transforma en un cercueil massif. La foule explosa dans un mouvement de panique. « C'est de la sorcellerie. Éloignez-vous. Ce n'est pas normal. » Des femmes couraient, des hommes reculaient, certains faisaient des signes de protection. Victor, lui, restait planté, incapable de respirer. Son visage brûlait de honte, de peur, de confusion. Il entendait les chuchotements, « C'est le fils du disparu, il y a forcément quelque chose derrière leur argent. » Le cercueil, immobile au milieu du marché, semblait respirer comme une bête silencieuse. Victor sentit ses jambes faiblir. La réalité qu'il fuyait depuis un an venait de lui éclater en plein visage. La honte le transperça. La peur aussi. Il sentit son cœur battre trop vite, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Les regards pesaient sur lui, lourds, accusateurs, curieux. Il se répéta, « Non, impossible, impossible. » Mais le cercueil était là, visible, indiscutable. Les paroles du domestique lui revinrent comme un souvenir qu'il avait tenté d'enterrer, le pacte ne supporte pas le refus. Victor sentit la terre se dérober sous ses pieds. Il comprit que ce qu'il avait pris pour des histoires d'anciens venait de prendre forme dans le monde réel. Il ne pouvait plus se cacher derrière son rire, derrière son déni. Quelque chose venait l'appeler. Sans réfléchir, Victor tourna les talons et se mit à courir, bousculant les passants, fuyant les regards et les murmures. Il essuya les larmes qui coulaient malgré lui. Arrivé à la villa, essoufflé, il trouva le domestique assis dans le salon, comme s'il l'attendait. « Tu as vu. Le pacte arrive à échéance. On ne peut plus attendre. » Victor cria presque, « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Le domestique répondit calmement, « Parce que tu es l'héritier. Et le pacte réclame sa part. Si tu refuses encore, il viendra te prendre toi-même. » Victor sentit la réalité se refermer sur lui comme une cage. Le silence pesa entre eux. Victor tremblait. Il avait vu une voiture se changer en cercueil, vu une foule le regarder comme un être marqué. Il comprit que sa vie ne lui appartenait déjà plus. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Le domestique posa une main sur son épaule, « Accepter. Continuer ce que ton père a commencé. Il n'y a pas d'autre choix. » Victor ferma les yeux, un souffle long, douloureux. « D'accord, j'accepte. » Et tandis qu'il prononçait ces mots, un mouvement imperceptible parcourut la maison, comme si quelque chose, quelque part, venait enfin d'obtenir ce qu'il attendait. Le domestique guida Victor vers une partie de la maison qu'il n'avait jamais explorée. Dans le couloir du sous-sol, un mur semblait parfaitement ordinaire, mais le domestique posa la main sur une petite pierre sculptée. Le mur vibra,
puis s'ouvrit lentement, révélant une porte coulissante presque invisible. Victor sentit un froid lui traverser la peau. Cette pièce, ton père m'a dit qu'elle n'existe que pour l'héritier. En entrant, Victor découvrit une chambre luxueuse, mais dévorée par une atmosphère étrange, parfums lourds, murs recouverts de symboles, lumière tamisée, silence oppressant. La pièce semblait vivante. Le domestique lui demanda de s'asseoir au centre du sol, sur un cercle gravé profondément dans la pierre. Ferme les yeux, et ne lutte pas. À peine Victor obéit-il qu'une sensation de chute le happa. Son corps devint léger, puis disparaît. Il se retrouva projeté dans un espace sombre, sans sol ni ciel. Une fumée épaisse flottait autour de lui, traversée par des murmures qu'il ne comprenait pas. Devant lui, des dizaines d'écrans apparurent, flottant dans le vide. Sur chacun, le visage d'un membre de sa famille, proche ou lointain. Victor comprit alors qu'il se trouvait dans ce que le domestique appelait « le monde des ténèbres ». Les visages défilaient lentement, comme s'il l'observait. Victor sentit sa gorge se nouer. « Pourquoi moi ? Pourquoi eux ?» pensa-t-il, terrorisé. La fumée semblait répondre à son angoisse, lui chuchotant des mots qu'il ne comprenait pas. Peu à peu, tous les écrans s'éteignirent, disparaissant un par un, sauf un. Celui qui resta montrait le visage d'une jeune femme qu'il ne reconnaissait pas. Une cousine éloignée, tu ne la connais pas, mais elle existe. Le pacte choisit toujours lui-même, murmura une voix dans l'obscurité, une voix qui n'était pas humaine. Victor sentit son cœur s'effondrer. Il voulait refuser. Il voulait hurler. Mais il était prisonnier. Les ténèbres commencèrent à se resserrer autour de lui, comme si elles attendaient sa réponse. Choisis. Victor tremblait. Je n'ai pas le choix. Murmura-t-il. Lorsque les mots quittèrent ses lèvres, l'écran de la cousine pulsa d'une lumière sombre, puis disparut brusquement, avalé par le vide. Un souffle glacé traversa la dimension. Le monde se tordit autour de lui, en un battement de paupières, Victor fut brutalement projeté en arrière. Il ouvrit les yeux en sursaut, allongé sur le sol de la chambre secrète, le souffle coupé. Le domestique l'observait, grave, comme s'il savait exactement ce qui venait de se passer. Victor se redressa difficilement. Son cœur battait encore trop vite. « C'est fait » demanda-t-il, la voix brisée. Le domestique baissa la tête. « À partir de maintenant, le pacte te reconnaît. Tu es l'héritier. » La chambre sembla frissonner, comme si elle accueillait officiellement son nouveau maître. Victor sentit un poids invisible se poser sur ses épaules, un poids qu'il ne pourrait plus jamais déposer. Il regarda la porte secrète se refermer derrière lui et comprit que ce qu'il venait d'accepter n'avait aucun retour possible. Dans le couloir sombre, une pensée glacée lui traversa l'esprit. Ce n'est que le début. Le cercueil installé dans le garage devint, dès les premiers jours, la preuve vivante que Victor n'avait plus une vie ordinaire. Il suffisait qu'il pose la main dessus pour que le bois sombre se mette à vibrer, se déformer, puis se transformer en une voiture de luxe différente à chaque fois, limousine, berline sportive, bolide étranger. Il n'avait qu'à murmurer, « Aujourd'hui, je veux ça. » Et le cercueil obéissait. Cette magie silencieuse aurait dû lui donner un sentiment de puissance, mais Victor n'éprouvait qu'un frisson constant, comme si chaque changement de forme lui rappelait le prix qui se cachait derrière cette liberté illusoire. Le domestique lui avait imposé une règle, tu ne dois jamais monter dans une autre voiture. Jamais. Même pas un taxi. Le cercueil n'aime pas être remplacé. Victor avait tenté de rire, mais le domestique avait ajouté d'une voix froide, je ne plaisante pas. Ton père l'a appris à ses dépens. Depuis ce jour, Victor respecta la règle. Où qu'il aille, c'était le cercueil voiture qui l'accompagnait, fidèle et menaçant. La ville entière le connaissait pour ses voitures extravagantes qui changeaient presque chaque semaine. Les passants disaient, ce garçon-là, il a percé. Il vit la vie que même les ministres rêvent. Ce qu'ils ignoraient, c'était que lui-même ne contrôlait rien. Victor apparaissait sourire aux lèvres, habits impeccables, parfums coûteux, mais au fond, il vivait avec une peur qui ne le quittait jamais. Chaque fois qu'il posait la main sur la carrosserie, il se demandait si le cercueil sentait sa peur. Chaque fois qu'il se regardait dans un miroir, il notait de petites choses qui changeaient,
un regard plus dur, un silence plus long, une fatigue étrange dans les yeux. Et chaque année, lorsque la période approchait, il savait ce qui l'attendait. Le voyage astral revenait comme un rendez-vous obligatoire. Les écrans flottaient, une nouvelle victime était désignée, et Victor, sans un mot, validait. Parce qu'il n'avait plus le choix. Parce que le pacte ne demandait pas d'explication, seulement l'obéissance. Entre 22 et 24 ans, les sacrifices devinrent une mécanique régulière. Dès que la dimension sombre l'appelait, il s'y rendait. Les visages changeaient, un oncle, un cousin, une tante lointaine. Le pacte semblait suivre sa propre logique, indifférente aux liens ou aux sentiments. La richesse de Victor, elle, grandissait. Son nom circulait dans la ville, dans les bars, dans les écoles, dans les rues. Certains disaient, il est né pour être riche. Victor, lui, savait qu'il était en train de se perdre. À chaque sacrifice, il ressentait une part de lui se détacher, comme si le pacte sculptait son âme pour la rendre compatible avec l'obscurité. Il devenait moins humain, plus froid. Un soir, alors qu'il se regardait dans le miroir du salon, il remarqua quelque chose de différent dans son reflet. Un léger voile, une ombre derrière ses yeux, comme si quelqu'un d'autre l'observait depuis l'intérieur. Il cligna des yeux et tout disparut, mais l'impression resta. Il posa la main sur la voiture du jour, une sportive rouge que le cercueil avait adoptée ce matin-là, et sentit la matière vibrer. Une voix sans son sembla murmurer quelque part dans son esprit. « Tu avances, tu deviens ce que nous attendons. » Victor retira sa main d'un geste brusque, le cœur serré. La transformation n'était plus seulement extérieure. L'année de ses 25 ans arriva avec un poids particulier. Victor le sentit dès les premiers jours, une lourdeur dans l'air, un appel silencieux qu'il connaissait trop bien. Une nuit, alors qu'il tentait de dormir, son corps fut tiré hors de lui, happé par l'obscurité familière. Le monde des ténèbres l'accueillit dans un souffle froid. Les écrans flottants apparurent un à un devant lui, comme des yeux suspendus dans le vide. Cette fois, Victor n'attendit pas que le pacte choisisse. Sa voix tremblait lorsqu'il murmura. « Montrez-moi ma mère. » Dans les ténèbres, les écrans frémirent, comme hésitants. L'écran central s'illumina d'une lueur lente, presque douloureuse. Le visage de sa mère apparut, fatigué, fragile, mais vivant. Victor sentit son cœur se fissurer. Non, pas elle, pas elle. Pendant un instant, il crut que le pacte allait choisir quelqu'un d'autre, comme les autres années. Mais les ténèbres ne bougèrent pas. Aucun autre visage n'apparut. Le choix ne lui appartenait plus. Quelque chose dans l'air lui faisait comprendre le message, c'est elle. Tu l'as demandé. Tu l'as ouvert. Victor recula, secoué par un mélange de regret et de culpabilité pure. Il savait qu'ici, le moindre mot était une offrande. Il sentit son propre souffle se briser. Je voulais juste la voir, pas la donner. Mais dans ce monde, la nuance n'existait pas. La demande équivalait à une offre. Victor sentit la honte l'envahir jusqu'au ventre. Il tomba à genoux, les mains tremblantes, cherchant une échappatoire. Les écrans tournoyaient autour de lui, comme s'ils observaient sa souffrance. Il pensa au sacrifice précédent, à la distance qu'il avait mise entre lui et les victimes, à sa manière de se dire que c'était le pacte, pas lui. Mais maintenant, c'était sa mère. Celle qui avait saigné pour lui. Celle qu'il avait portée seule. La culpabilité devint un poison brûlant. Une voix sans forme émergea des ténèbres. Accepte. Le pacte ne vit que par le consentement de son héritier. Victor pleurait, incapable de se relever. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais la force invisible l'enveloppa, le poussa, le tordit presque. Le pacte exigeait une réponse. Pas une phrase longue, pas une négociation, un seul mot suffisait. Un souffle lui échappa, minuscule, brisé, involontaire. Oui. L'écran s'éteignit instantanément. Le monde des ténèbres trembla doucement, comme satisfait. Victor fut projeté hors de la dimension comme un corps sans âme, ramené dans la chambre du sous-sol, le visage couvert de larmes. Le lendemain, la nouvelle tomba comme un coup près, sa mère avait été retrouvée sans vie dans sa maison.
Aucun signe d'effraction. Aucun cri entendu. Seulement un décès, inexplicable. Victor resta silencieux pendant des heures, assis seul, incapable de pleurer davantage. La douleur le traversait comme une lame lente, sans fin. Et pourtant, dans les jours qui suivirent, sa richesse explosa. Nouveau terrain. Nouveaux contrats. Nouveaux avantages impossibles à expliquer. Chaque gain lui rappelait ce qu'il avait perdu. Un soir, en touchant le cercueil voiture, il entendit ce murmure glacé. Le pacte te récompense. Et il attend la suite. Entre 26 et 28 ans, Victor devint l'homme dont tout le pays parlait. Son nom circulait dans les radios locales, dans les bars, dans les salons de coiffure, dans les écoles. On disait, ce garçon-là, il marche avec la chance collée à ses chaussures. Sa vie publique brillait de mille feux. Il apparaissait dans des soirées privées, arrivait toujours dans une nouvelle voiture de luxe, une que personne n'avait jamais vue ailleurs. Les foules se retournaient sur son passage. Les enfants disaient, un jour, je serai comme Victor. Mais derrière les flashs et les applaudissements se cachait un silence sourd, celui du pacte, qu'il observait, patient. À force d'être visible, Victor devint plus qu'un homme riche, il devint une légende. On racontait qu'il n'échouait jamais, qu'il n'avait qu'à toucher quelque chose pour que cela prospère. Les anciens murmuraient, ce garçon n'est pas comme les autres, il porte quelque chose avec lui. Cette notoriété attira aussi l'amour. Victor rencontra une jeune femme lors d'un gala caritatif. Sa douceur contrastait avec son monde de lumière. Très vite, ils devinrent inséparables. Leur relation devint l'un des sujets préférés de la ville, Victor a trouvé sa reine. Le mariage fut somptueux, un événement que la presse locale ne cessa de commenter. La naissance de son fils un an plus tard lui donna une joie qu'il n'avait jamais ressentie. Pour la première fois, Victor pensa à un avenir qui ne serait pas façonné par la peur. Il tenait l'enfant contre lui et murmurait, « Toi, je vais te protéger de tout, même de moi. » Mais derrière ce bonheur brûlant, une inquiétude muette le rongeait. Depuis la mort de sa mère, il n'avait plus reçu de signe direct du pacte. Aucun appel astral, aucun murmure dans la nuit. Ce silence le rendait nerveux. Le pacte ne se taisait jamais sans raison. Il vivait comme un fauve endormi, invisible, mais prêt à réclamer. Victor compensa l'angoisse par encore plus de luxe. Il fit agrandir la villa, ajouta des fontaines, fit venir des architectes étrangers. Il offrit à sa femme ce que les gens appelaient « des cadeaux qui font perdre la tête ». Il voyageait souvent, jamais sans son cercueil voiture. La ville disait, à chaque fois qu'on pense qu'il a atteint le sommet, il monte encore. Mais plus il montait, plus il sentait que quelque chose le suivait. Le pacte poursuivait son cours, même si aucune voix ne se manifestait. Chaque fin d'année approchait comme une ombre silencieuse, un rappel glacial que rien n'était gratuit. Une nuit, alors qu'il berçait son fils pour l'endormir, Victor sentit un frisson parcourir la pièce, un souffle invisible qui fit vaciller la lampe. Le bébé, jusqu'ici calme, ouvrit les yeux et fixa un coin sombre de la chambre, comme s'il voyait quelque chose que Victor ne voyait pas. Un murmure, sans mot distinct, glissa dans l'air. Victor sentit son estomac se nouer. Le pacte n'avait jamais disparu. Il attendait. Il observait. Et, quelque part au fond de lui, Victor comprit que le silence n'était pas un répit, mais un avertissement. La nuit de ses 28 ans, Victor sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il venait à peine de fermer les yeux que son corps fut aspiré, arraché de sa chambre comme un souffle happé par l'invisible. Le monde des ténèbres l'attendait. L'obscurité se forma autour de lui, dense, mouvante, presque vivante. Les écrans flottants apparurent en cercle, brillant comme des lunes noires. Il se redressa avec peine, déjà pris par une angoisse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Cette fois, il n'était pas venu parce qu'il avait été appelé doucement. Il était venu parce que le pacte le tirait de force. Les écrans s'allumèrent un à un, mais aussitôt, tous s'éteignirent brutalement, sauf un. Celui-ci s'approcha lentement de Victor, comme un visage cherchant à entrer dans sa peau. Il trembla. Le visage qui apparaissait n'était ni celui d'un cousin, ni d'un oncle, ni d'un inconnu. C'était son fils. Le petit, encore bébé, regardait l'écran avec innocence,
comme s'il ne comprenait pas qu'il venait d'être choisi. Victor sentit tout son être se fissurer. Et non, 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 jamais. C'était la première fois que le pacte osait toucher à ce qu'il avait de plus précieux. Et le pacte ne proposait jamais rien par hasard. Le sol invisible sous Victor se mit à vibrer. Il sentit son cœur se briser, littéralement. Vous ne pouvez pas me demander ça, vous ne pouvez pas. La culpabilité de tous les sacrifices passés revint le frapper comme une tempête. Il revit sa mère, ses cris étouffés dans l'écran, son visage éteint. Il revit chaque vie qu'il avait abandonnée. Mais jamais, jamais il n'aurait imaginé que le pacte réclamerait son propre enfant. Il secoua la tête, recula, serra les poings jusqu'à sentir ses ongles s'enfoncer dans sa peau. Choisissez-moi. Prenez-moi. Mais pas lui. Pas mon fils. Le monde des ténèbres resta immobile, froid, impassible. Une voix immatérielle, profonde, résonna soudain dans l'espace noir. Le pacte ne négocie pas. Le refus équivaut au remplacement. Tu refuses l'offrande, alors tu deviens l'offrande. Une force invisible resserra son emprise autour de Victor. Il sentit une pression suffocante l'entourer, comme si l'air lui-même voulait l'écraser. Il tenta de hurler, mais aucun son ne sortit. Le pacte montait en puissance, déterminé à l'avaler vivant pour avoir osé dire non. Il ne céda pas. Il refusa jusqu'au bout, secouant la tête avec rage et désespoir. L'écran de son fils s'éteignit lentement, emportant avec lui la dernière lueur de la dimension. Victor fut renvoyé dans son corps avec une violence qu'il n'avait jamais connue. Il se réveilla en tombant à genoux dans le salon, haletant, couvert de sueur froide. Le silence de la villa semblait différent, plus lourd, plus chargé, comme si le pacte était entré dans les murs. Un bourdonnement discret vibra dans ses oreilles, puis une phrase s'imposa, glaciale. Tu as refusé. Le compte à rebours commence. Victor sentit une douleur traverser sa poitrine, brève mais profonde, comme un premier avertissement. Dans l'obscurité du salon, il comprit que la mort venait de se mettre en marche. Pas demain. Pas dans un mois. Maintenant. Les jours qui suivirent le refus furent un supplice silencieux. Victor se réveillait chaque matin avec la sensation qu'un fil invisible se resserrait autour de son cou. La villa, autrefois symbole de réussite, devint un piège où chaque recoin semblait respirer contre lui. Le domestique l'observait avec un mélange de pitié et de résignation, comme s'il savait que le temps était déjà écoulé. Victor sentait dans l'air une présence constante, une ombre qui marchait derrière lui. Les murs vibraient parfois d'un frisson étrange, comme si la maison annonçait doucement « Tu n'aurais pas dû dire non ». Les manifestations commencèrent 3 jours après. Des objets se déplaçaient d'eux-mêmes. Les lumières clignotaient en rythme, comme un souffle. La voiture, pourtant immobile, faisait parfois un bruit sourd, comme un battement de cœur. La nuit, Victor entendait des pas au-dessus de sa chambre, alors qu'il savait qu'aucun domestique ne montait à l'étage. Une fois, en passant devant un miroir, il aperçut derrière lui une silhouette noire, qui disparut dès qu'il cligna des yeux. La villa n'était plus un lieu de vie. Elle était devenue un couloir entre deux mondes, un endroit où l'invisible se montrait sans se cacher. Victor comprit, le pacte ne voulait plus seulement un sacrifice. Il voulait lui. Il essaya d'abord de rester calme, mais l'angoisse grignotait ses nerfs comme une maladie lente. Chaque respiration lui coûtait. Chaque silence devenait un cri étouffé. Il répétait sans cesse, « Pas maintenant, pas devant eux ». Car il n'avait plus peur de mourir. Il avait peur que sa famille voie sa mort. Il observait sa femme avec une tendresse triste, voyant déjà la douleur qu'il allait laisser. Quand il portait son fils, il murmurait des phrases qu'il n'aurait jamais pu dire à voix haute. « Pardonne-moi, je t'ai mis dans un monde où je ne pouvais pas te protéger. » Victor réalisa que sa mort n'était pas seulement certaine, elle était imminente. Dans un dernier élan de lucidité, Victor tenta de mettre sa famille à l'abri. Il envoya sa femme et son fils chez des proches, loin de la villa, prétextant des travaux à faire. « Promets-moi de ne pas revenir avant que je te dise. » Elle accepta, sans comprendre la tension dans sa voix. Victor fit ensuite le tour de la maison, ferma toutes les portes, débrancha les caméras, comme s'il voulait empêcher la mort de filmer sa venue.
Mais le pacte n'était pas un intrus qu'on bloquait avec une serrure. Chaque pièce semblait l'attendre. Chaque objet vibrait d'une énergie lourde. Victor sentit qu'il n'avait sauvé qu'une seule chose, eux, pas lui. La dernière nuit arriva sans prévenir. Le vent frôlait les vitres avec un son étrange, presque humain. Victor resta assis au centre du salon, incapable de dormir, incapable de fuir. La maison respirait autour de lui, lente, profonde, comme une bête qui se prépare. Une ombre glissa dans le couloir, puis une autre. La lumière vacilla. Victor serra les poings. « Si tu viens, viens maintenant. Mais ne touche plus jamais à ma famille. » Au même moment, un claquement sec retentit, et les portes de la villa se verrouillèrent toutes seules, une par une. Victor sentit alors qu'il venait d'entrer dans sa dernière heure. La villa entière sembla retenir son souffle avant que tout ne bascule. Au cœur de la nuit, un cri étouffé résonna à travers les murs, suivi d'un silence brutal, un silence qui n'était pas normal. Au matin, les domestiques retrouvèrent Victor étendu dans le salon, le visage apaisé mais le corps glacé, comme s'il avait simplement cédé à quelque chose qui l'attendait depuis longtemps. Aucun signe de lutte. Aucun bruit, aucune trace. Juste lui, immobile. La nouvelle se répandit dans la ville avant même que la police n'arrive. Victor est mort. Une phrase qui fit trembler tout le pays, comme un verdict impossible à comprendre. La population fut secouée. Certains pleurèrent un jeune homme qu'ils considéraient comme un symbole de réussite. D'autres murmuraient des théories sombres. On ne devient pas riche comme ça sans payer quelque chose. Son père aussi est mort bizarrement, c'est une histoire de famille. Les plus superstitieux parlaient d'un destin maudit, d'un secret caché dans la lignée. Les médias évitaient les détails, mais tout le monde savait que sa mort n'avait rien de normal. La peur se répandit dans les quartiers pauvres, où Victor était jadis un modèle. On disait, quand la chance tourne trop vite, c'est que quelqu'un d'autre la pousse. Sa légende prenait une autre forme. Au milieu du chaos, le notaire fut convoqué pour ouvrir les dernières volontés de Victor. Il parcourut le document avec un visage stupéfait. Ce n'est pas possible, il a tout écrit il y a quelques semaines, comme s'il savait. Dans son testament, Victor avait laissé des instructions précises, sans ambiguïté. Ce qui appartenait au père lui appartenait. Et ce qui appartenait à Victor revenait à son fils. Les domestiques échangèrent des regards lourds. La famille paternelle, alertée par la nouvelle, arriva en masse, déjà prête à contester. Mais rien n'y faisait, tout était légalement rédigé, signé, authentifié. Victor avait préparé son départ. Et personne ne comprenait comment. Lorsque le notaire prononça les mots définitifs, tout revient à l'enfant de 2 ans, la salle explosa. Comment un bébé peut hériter d'une fortune pareille? C'est impossible. Il faut contester. Mais rien ne pouvait être changé. La villa, l'argent, les comptes cachés, les propriétés, tout fut placé sous la protection légale du jeune garçon, en attendant sa majorité. La famille paternelle resta pétrifiée, incapable de comprendre comment un enfant pouvait devenir l'héritier d'un empire qu'aucun adulte n'avait réussi à approcher. Certains murmurèrent, « Ce n'est pas normal, le père et le fils, il y a un fil invisible qui les suit. » Personne n'osa aller plus loin. Le soir même, alors que la villa était temporairement scellée, un domestique resté en retrait aperçut quelque chose qui glaça son sang, la voiture de Victor, pourtant immobile depuis sa mort, venait de changer de forme toute seule, reprenant l'apparence sombre d'un cercueil parfaitement poli. À l'intérieur, une lueur rouge vibrait doucement, comme un cœur qui continue de battre. Le domestique recula, incapable d'appeler qui que ce soit. Il murmura simplement, « Le pacte a choisi son nouveau porteur, qu'il le veuille ou non. » Et quelque part, très loin de la villa, dans une maison tranquille où dormait un enfant de 2 ans. Une ombre passa discrètement à côté de son berceau. Le cycle recommençait. Après la mort de Victor, sa femme, désormais veuve, tenta de garder la tête haute, mais la réalité s'imposa rapidement. Les documents retrouvés dans le bureau de son mari révélaient des fragments de vérité. Pas tout, jamais tout, juste assez pour comprendre que la richesse de Victor n'était pas née du hasard. Elle tomba sur des lettres cryptiques, des notes incomplètes, des phrases comme « Je dois protéger notre fils,
même de moi. » Ces mots lui brisèrent le cœur. Ce qui lui paraissait être un conte de fées n'avait été qu'un château construit sur une ombre. Et elle comprit que Victor avait porté un poids dont il n'avait jamais parlé. La famille paternelle, avide et inquiète, se mit rapidement à tourner autour de la veuve comme des vautours silencieux. Ils prétendaient vouloir aider, mais leurs yeux ne cachaient pas leur véritable obsession, l'enfant de 2 ans, nouvel héritier. Il commençait à venir trop souvent, posait trop de questions, prenait trop de notes. L'un d'eux glissa un jour, « Il faut surveiller cet enfant, tout ce qui arrive dans cette famille commence par eux. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de la jeune veuve comme une menace voilée. Elle sentit que son fils n'était plus seulement un enfant, il était devenu un enjeu, un centre de gravité dangereux. Les premiers signes étranges apparurent quelques semaines plus tard. Des jouets qui changeaient de place sans qu'elle ne les touche. Des lumières qui vacillaient quand l'enfant pleurait. Une fois, elle le trouva debout dans son berceau, regardant fixement un coin de la pièce, comme s'il communiquait silencieusement avec quelqu'un d'invisible. Une voisine l'avertit, « Fais attention, quand les enfants de certaines familles commencent à voir des choses, ça ne finit jamais bien. » Elle sentit la panique monter. La mort de Victor n'avait pas fermé le chapitre. Elle venait simplement d'ouvrir une nouvelle page. Et cette page portait le nom de son fils. Le domestique qui avait servi Victor demeurait auprès de la famille, toujours discret, toujours à distance. Il observait l'enfant avec un mélange de prudence et de résignation. Un jour, la veuve lui demanda, « Dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe autour de mon fils ?» Il ferma les yeux un instant, puis répondit seulement. « Madame, je crois que ce que Victor a porté n'est pas parti avec lui. » Il ne parla pas davantage. Pas un mot de plus. Mais ce silence contenait une certitude qui fit trembler la jeune mère, le pacte n'avait jamais été un engagement individuel. C'était un héritage, une chaîne qui enserrait toute la lignée. Une nuit, alors qu'elle veillait près du lit de son fils, la veuve sentit un courant d'air glacial traverser la chambre. La fenêtre était fermée. Le ventilateur aussi. L'enfant ouvrit lentement les yeux, sourit à l'obscurité et murmura un son indistinct, presque familier, comme un écho lointain de la voix de Victor. Le domestique, debout dans le couloir, observa discrètement la scène et sentit ses entrailles se nouer. Il murmura pour lui-même. Le pacte ne s'est jamais arrêté. Il attendait simplement le prochain porteur. Dans l'ombre, quelque chose bougea. Et la mère comprit que le danger ne venait plus du passé, mais de ce qui venait vers eux. Les semaines suivantes, l'enfant changea d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Il observait les choses avec une intensité disproportionnée pour son âge, comme s'il comprenait des réalités invisibles. Il se mettait parfois à rire seul, ou à pleurer sans raison, ou à pointer du doigt des endroits vides en répétant des sons inconnus. Sa mère disait, « Mon fils, à qui tu parles ?» Mais il ne répondait jamais. Chaque nuit, ses comportements devenaient plus troublants. Il s'asseyait dans son berceau, immobile, les yeux ouverts, comme s'il attendait quelque chose. Quelqu'un. Et surtout, comme s'il n'était jamais vraiment seul. Un matin, alors que la veuve revenait brièvement dans la villa pour récupérer des affaires, elle s'arrêta net dans le garage. La voiture de Victor qui aurait dû être saisie par les autorités ou déplacée ailleurs était là. Pas dans sa forme habituelle, mais dans la forme la plus sinistre, celle du cercueil d'origine. Le bois sombre était intact. La surface polie brillait sous la lumière comme si quelqu'un venait de la nettoyer. Elle recula lentement, tremblante. Le domestique accourut et pâlit aussitôt. Ce n'est pas possible, il devrait être inactif. Mais rien n'était plus inactif. Rien n'était plus endormi. Le cercueil venait de revenir, seul. La veuve sentit la panique s'emparer d'elle, mais le domestique, lui, observait le cercueil avec un regard différent, un regard résigné. « Le cycle recommence » murmura-t-il. « Quel cycle » demanda-t-elle, mais il ne répondit pas. Le soir même, l'enfant eut une crise étrange, son petit corps se raidit, ses yeux se perdirent dans le vide, et il murmura un mot qu'il n'avait jamais entendu chez les adultes, un mot lourd, guttural, venu de l'autre côté. Le domestique blêmit. Il avait déjà entendu ce mot. Un soir, des années plus tôt. Dans la bouche du père de Victor.
quand le pacte avait choisi son premier héritier. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Le bois du cercueil vibrait certains soirs, comme s'il répondait à un appel venu du monde invisible. Les lumières de la villa s'éteignaient lorsque l'enfant entrait dans une pièce. La température baissait près de lui. Le domestique se demanda combien de temps il restait avant que l'appel des ténèbres ne se manifeste à nouveau, cette fois pour l'enfant. Il évitait d'en parler à la mère, qui tenait déjà sur un fil fragile. Mais au fond de lui, il savait, le pacte ne choisissait jamais deux fois au hasard. Il suivait une lignée. Une logique implacable. Et le petit possédait déjà l'aura des héritiers. Une nuit, la maison vibra légèrement, comme si un souffle venu d'ailleurs traversait les murs. Dans sa petite chambre, l'enfant se redressa d'un coup, les yeux grands ouverts. Il sourit à l'obscurité et tendit la main comme pour saisir quelque chose qu'on ne voyait pas. Au même moment, dans le garage, le cercueil se mit à pulser doucement, éclairé de l'intérieur par une lueur rouge sombre. Le domestique, témoin de la scène, sentit son cœur se serrer. Le monde des ténèbres l'appelle déjà. L'enfant rit doucement, un rire trop calme pour un enfant de son âge. Et la question resta suspendue dans la nuit. Qu'allait devenir ce petit, prisonnier d'un héritage qu'il n'avait jamais choisi? Le destin de Victor ne fut jamais vraiment le sien. Né dans la pauvreté, grandi dans les cris, façonné par la douleur, il avait couru toute sa vie derrière une lumière qui semblait enfin lui offrir un avenir. Mais cette lumière n'était qu'un mirage, un voile posé sur un pacte ancien dont il ignorait tout. Son ascension fulgurante, célébrée par toute la ville, n'avait été que la façade brillante d'un engrenage macabre. Victor n'était ni un homme chanceux, ni un homme maudit par ses propres choix, il était l'enfant d'un héritage forcé, d'une chaîne invisible attachée à sa famille bien avant sa naissance. Il avait essayé de résister, de protéger ceux qu'il aimait, mais comme son père avant lui, il fut avalé par le mécanisme du pacte, un cycle qui ne laissait aucune échappatoire. Le destin de Victor rappelle que derrière certains succès trop rapides se cachent des prix que personne ne voit, des pactes dont on ne parle jamais, des sacrifices qui ne s'affichent pas sur les photos. Son histoire murmure que le luxe peut devenir un piège, que le pouvoir attire la nuit, et que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Son erreur n'avait pas été de vouloir sortir de la misère. Son erreur avait été d'accepter un héritage qu'il ne comprenait pas, croyant que la richesse effacerait son passé. Il n'avait pas compris que certaines richesses ne se donnent pas, elles réclament. Aujourd'hui encore, on parle de lui avec compassion, parfois avec peur, parfois avec admiration. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que Victor n'a jamais eu la moindre chance. Il a combattu une force qui ne se combat pas, porté un fardeau qui n'était pas le sien, et sacrifié jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à offrir. Et maintenant, le cycle repose sur de plus petites épaules. Un enfant de 2 ans, innocent, inconscient, entouré d'ombres qu'il ne voit pas encore. Le cercueil veille. Le monde des ténèbres attend. La lignée continue, engagée dans un pacte qui ne connaît ni pause ni pardon. Le destin du fils reste suspendu, et personne ne sait encore quel prix il devra payer.